Mais ce n'est pas de la religion dont je vais vous parler aujourd'hui. C'est justement, je dirais, au-delà des clivages de toutes les religions, que je me situe aujourd'hui dans la défense de la foi qui est aussi la défense de la loi naturelle. Et lorsque le frère Thierry m'a invité à cette conférence ce soir, j'ai accepté avec joie, parce que le thème de la conférence était très clair et qui m'a fait penser qu'il ne donnerait lieu à aucune confusion, puisqu'il s'agissait de comment résister à la théorie du genre. Et ce titre m'a fait plaisir pour deux raisons. C'est que non seulement il n'était pas susceptible de déraper vers des considérations qui pourraient nous diviser, mais aussi parce que cet intitulé nous ramène justement aux moyens à mettre en œuvre concrètement pour arriver à un résultat qui serait comment résister. Bien, comme vous le savez, j'ai lancé une action qui est une action concrète et qui consiste en fait à dire, eh bien, retirons nos enfants une journée par mois de l'école. Cette journée, évidemment, est éminemment symbolique, mais elle porte en elle un message d'une efficacité redoutable contre le pouvoir, d'une efficacité redoutable, je ne le dis pas à l'égard d'une autosatisfaction ou d'un orgueil personnel que je voudrais défendre, mais parce que la réaction du pouvoir est faite avant avec Dieudonné, on l'a critiqué, mais quand j'en suis arrivé à demander à Dieudonné de m'aider, que je salue au passage, c'est parce que ma stratégie était très claire, il fallait faire appel aux grands frères et aux grandes sœurs, parce que les parents s'étaient effondrés. Et j'ai demandé, pour l'avoir conçu, qu'un relais s'effectue au niveau des générations des 20-25 ans, et que là-dessus, Dieudonné pouvait jouer le rôle qui est le sien, puisqu'il est très écouté, justement, chez les grands frères et les grandes sœurs. Eh bien, lui, il n'a pas hésité une minute, il m'a dit oui tout de suite. Il m'a dit oui tout de suite. Et après, on pourra tirer à boulet rouge sur cet homme, dont le courage, une fois de plus, franchement, a été démontré. Je ne ferai pas plus d'éloges de la personne. La théorie du genre, je crois qu'à court et moyen terme, il n'y a pas mieux que les JRE. La preuve, c'est que rien ne s'est proposé, comme le soulignait Farida tout à l'heure, qui soit équivalent. Les JRE ont donc plusieurs mérites, à mon avis. Le premier, c'est de mettre un arrêt clair, immédiat à la personne des enfants. On ne veut pas que nos enfants reçoivent cet enseignement. Le moyen le plus simple, c'est qu'ils n'aillent pas le recevoir. Là, c'est clair, c'est efficace. Donc, un premier intérêt de JRE, c'est que, effectivement, ça soustrait les enfants à cet enseignement. Un deuxième intérêt, c'est que ça aide les parents à prendre conscience de leur responsabilité de premier éducateur de leurs enfants. On les mobilise, on leur donne de prendre conscience de cela et d'assumer leurs responsabilités. Un troisième intérêt, c'est qu'à travers l'exemple des JRE, ce devoir de responsabilité des parents est enseigné à la société et aux autres parents. Et quatrième intérêt, enfin, c'est que le gouvernement est obligé de prendre acte de cette volonté qui se manifeste de façon tout à fait évidente et concrète. Il y a tout le système marchand au niveau mondial qui a intérêt à détruire la nature. Lorsqu'on aura tué par exemple toutes les abeilles, qu'il y aura plus de pollinisation, alors il y aura un marché fabuleux à mettre en place pour polliniser de façon artificielle, avec évidemment des milliards à la clé. Il est intéressant que l'eau ne soit plus potable au robinet pour qu'on puisse vendre des bouteilles d'eau, n'est-ce pas? Et de même, il faut arriver à ce que tout ce qui est gratuit soit payant. Donc, il y a quelque chose de plus profond encore à mettre en œuvre. C'est une conversion personnelle de chacun d'entre nous vis-à-vis de cet état, de cet esprit qui vient de très loin et qui pousse à faire que l'homme soit une marchandise. J'appelle tous les gens vraiment à un réveil, parce qu'on ne peut pas accepter, si on est un homme et une femme digne de ce nom, moi j'ai pas d'enfant naturel, je vous dis la vérité, eh bien, c'est pas pour autant que je ne me sens pas concerné par ce devoir que nous avons de défendre la vie, la moralité de nos enfants. Nous ne devons pas accepter que des pervers, parce qu'ils ont le pouvoir,
pervertissent nos enfants. Et ne rien faire, c'est être d'accord avec ça. À l'aise vraiment avec une improvisation finalement orale. Donc j'ai d'abord écrit ce que vous m'excuserez parce que je dois malheureusement lire. Donc je vous avoue que même si depuis les années 70 je suis engagé... Oui, mais alors il y a un problème, c'est que vous n'allez pas répondre à ce qu'on a dit. Ah si, quand même. Ne vous en faites pas. Pardonnez-moi. Non, mais ne vous en faites pas. Je vais faire remarquer parce que... Ne vous en faites pas, je traiterai vraiment ce que vous attendez. Mais vous n'y attendez certainement pas. Allez-y. Donc, même si je suis, depuis les années 70, engagé dans un militantisme pour l'égalité homme-femme, égalité pour le genre humain, je n'ai découvert la théorie du genre qu'au début de cette année. Je dis donc bravo à Madame Farida Belgoul et aux journées de retrait des écoles. C'est un vrai coup de maître. À son corps défendant, Madame Belgoul, fut désignée par tous les médias comme étant l'initiative de ces journées d'action. Et pourquoi alors ne me suis-je jamais intéressé à la théorie du genre, ou théorie du gender, comme vous l'appelez, cher abbé, comme écrivent aussi certains, pour rappeler que les premières études sur le genre nous sont parvenues des États-Unis, d'Amérique. Je crois que la raison en est toute simple. Je suis né et j'ai été élevé au Maroc jusqu'à l'obtention de mon baccalauréat. Je n'avais nullement besoin de théorie pour constater quelle était la répartition des rôles, des droits et de devoirs entre hommes et femmes. Et figurez-vous que, étant l'aîné de la famille, maman, une vraie femme à poigne, m'a mis à contribution pour l'aider à élever mes frères et sœurs. J'ai appris à les torcher, à les langer et à m'en occuper de bout en bout. Et lorsque maman n'était pas à la maison, bien sûr. Et par la suite, j'ai aussi appris à faire le ménage, à raccommoder et à effectuer d'autres tâches dévolues normalement au Maroc aux seules femmes. Et comme mon père était cuisinier, j'ai tout naturellement appris à faire la cuisine en l'aidant dans son café-restaurant. Donc, et aujourd'hui aussi, cela m'amuse au téléphone lorsque des gens perçoivent ma voix aiguë et me prennent pour une femme. Et c'est ainsi que l'année dernière, j'ai eu toute une conversation savoureuse durant laquelle mon interlocutrice me prenait pour Madame Ilout. Voilà le genre en pratique. Bon, et je crois que des fois, il est préférable d'arrêter l'argumentation comme je l'ai fait par écrit, et puis vous raconter des histoires. Je vous demanderai donc de laisser l'adulte en vous devenir enfant. En voilà donc une histoire qui, je l'espère, contribuera à vous édifier, comme on dit. Et bien sûr, vous savez bien, les histoires, ça peut avoir des ressemblances avec des gens bien connus, mais ce n'est que fortuit. Il y a très longtemps, dans un merveilleux pays, une grande dame avait courageusement décidé d'éduquer ses enfants toute seule. Elle refusait de les livrer à une école publique pourrie, ou bien à une école privée, elle aussi contaminée par une pernicieuse idéologie laxiste et libertaire qui sévissait au pays de la prospérité matérielle, arrivée après la libération par les Américains et nos autres alliés qui avaient envoyé leurs gosses au Casse-Pied. Et c'est ainsi que nos braves chérubins, enfin enfants de la grande dame, ont bien appris l'orthographe, le calcul, la rédaction, l'histoire, la géographie et leurs leçons de choses. Jamais maman ne leur avait parlé de genre, sauf en cours de grammaire et d'orthographe. Il y avait le masculin et le féminin, c'est tout. Ce n'est qu'une fois qu'ils se sont mis à apprendre l'allemand qu'ils surent ce qu'était le troisième genre, le neutre, le neutral, das Kind, l'enfant, en allemand, avec ses déclinaisons bien à lui, le neutre. Les enfants étaient sages, obéissants et avaient fait des progrès fulgurants. Notre grande dame n'était pas peu fière. Elle avait raison d'être satisfaite du travail bien accompli, aussi bien à la maison qu'à l'extérieur. Madame n'étant pas fortunée, elle gagnait sa vie à la sueur de son front, en dehors du foyer. Alors, les enfants ont grandi et voilà qu'était venu le temps où il fallait parfaire leur éducation par les voyages. En tant que professeur attaché aux humanités, maman pensait que le voyage d'Italie s'imposait. Les enfants ont donc effectué un voyage classique à Rome et à Florence. C'est de ce voyage que la fille et le garçon sont revenus avec des photos souvenirs, mais aussi
tout transformé. Ils s'allièrent d'une tendre amitié avec des jeunes de leur âge. Gentiment, ils demandèrent à maman d'organiser une petite réception pour qu'ils présentent leurs 2 petits amis. C'était un David et une Catherine. Maman, toute heureuse, avait bien évidemment accepté de recevoir les petits amis de sa fille et de son fils. L'accueil était impeccable et les enfants tout à fait charmants, agréables. À la cuisine, maman prend à part son fils et lui dit « Ton amie Catherine est magnifique !»« Mais maman, c'est la copine de ma sœur !»« Ah, je vois, c'est grâce à ta sœur que tu as fait sa connaissance. »« Mais non, maman, tu ne comprends rien à rien. »« Comment ça? Que dois-je comprendre à quoi? »« Mon petit ami, c'est David. Catherine est l'amie de ma petite sœur. Tu comprends ça? » C'est la première fois que notre grande dame perd connaissance. Depuis, elle ne sait plus à quel saint se vouer. Elle en appelle à tous les dieux. Ses lamentations sont devenues œcuméniques. Mais qu'ai-je fait à Yahvé, Jésus, Allah, pour que ça tombe justement sur moi? Depuis ce temps-là, notre grande dame ne peut plus voir les David en peinture et les Vénus en marbre, ou plutôt le contraire. Le choc esthétique qui avait frappé sa progéniture de façon croisée était totalement inattendu. Et elle ne savait plus qui était réellement responsable de l'éducation sentimentale et sexuelle de nos chérubins. Était-ce les rabbins, la maîtresse d'école, l'imam, monsieur l'abbé, la sœur accompagnatrice du car, ou bien le père à la maison, bizarrement absent dans ce récit? Et pour conclure, comme le faisait ma mère, je vous dirais, la rivière a emporté notre conte, et nous voilà seuls parmi vous braves gens. Enfin, aujourd'hui, en France, je n'ai pas besoin de théories empruntées aux Amériques pour vous expliquer quelle est la différence entre le féminin et le masculin qui me pose problème à moi et contre laquelle je me bats pour que la France reste ce qu'elle a toujours été, un creuset de fusion. Ce creuset n'est rien d'autre que la matrice de nos mères. Je n'ai pas besoin de théorie américaine pour vous expliquer que la matrice de la musulmane est interdite à la reproduction avec des non-musulmans. 130 années passées en Algérie démontrent à qui aurait un voile sur les yeux que les non-musulmans qui s'étaient engagés à soi-disant respecter la musulmane, l'on l'a laissé confiné dans la reproduction à l'identique de musulmans et de musulmanes. L'Oumma, la nation islamique, grossit. La nation ouverte à la différence, y compris de culte, attend toujours. Après cette incursion, cette brève incursion outre-Méditerranée, revenons en France. Je vais donc vous parler d'amour comme élan du cœur, mais aussi comme acte de procréation qui a fait que nous sommes ici. La musulmane, celle qui vénère le Coran et Mahomet, n'a d'amour que pour les musulmans et pour les convertis bien circoncis. La ségrégation affective et sexuelle que pratique la musulmane à l'égard de ses concitoyens non musulmans n'est pas théorique, elle est pratique. Cette ségrégation immonde, instituée par le Coran et par Mahomet, et perpétuée par la musulmane, fonde une toute autre anthropologie. Et ce qui s'est bien installé en France et qui explique l'immigration en chaîne, une machine qui tourne toute seule, vu que le mariage au pays des parents ou même des grands-parents est toujours très fort parmi les Français d'origine turque, algérienne, marocaine, tunisienne et autres pays musulmans. Il n'y a qu'à se référer aux travaux de la démographe Michel Tribala. L'amour et le choix du partenaire, cet acte fondateur essentiel dans tous les sens du terme, fait la différence entre ce qui fait France, c'est-à-dire l'exogamie, il n'y a qu'à relire Renan, ce que c'est qu'une nation, et ce qui fait la Oumma, la nation musulmane où la reproduction dans l'entre-soi est reine. C'est cette reine de la ségrégation par le sexe et du rejet de l'autre totalement autre que je dénonce. Les scandaleux agissements d'une certaine frange LGBT, de Hollande et de sa clique, ne sont qu'éphémères feux de paille, une diversion pour disperser nos forces et nous détourner de ce qui se joue en France
et qui s'est accélérée depuis que nous avons fait l'erreur d'accepter l'islam en tant que religion, alors qu'il est pure ségrégation et haute reproduction au détriment des nations qui font l'erreur de lui faire une petite place. L'islam, c'est-à-dire le Coran et Mahomet, l'a bien compris. En contrôlant le sexe de la matrice et le sexe et la matrice de ma mère, il prend le contrôle de toute la communauté qu'elle engendre. Et c'est ainsi qu'il garantit qu'elle restera inféodée et éduquée dans le respect du Coran et de Mahomet. Ceci n'est pas une théorie, c'est une pratique qui a démontré son caractère efficace tout au long de l'histoire. Il nous faut soit la combattre, ou alors elle défigurera définitivement et en très peu de temps le visage que nous connaissons à la France ou de la France. Ce qui m'étonne, c'est qu'à chaque fois, nous trouvons des illusionnistes chrétiens dans ces mouvements soi-disant de convergence. Le père Delorme et ses amis recouraient hier à une métaphore bizarroïde. La France, comme une mobilette, elle a besoin de mélange pour avancer. Sauf que ces indignés qui, soi-disant, vilipendent la ségrégation, ne nommaient jamais la musulmane qui, aussi bien en Algérie qu'en métropole, n'a jamais accepté le mélange des genres. Sa matrice est à tout jamais interdite à la GPA, c'est-à-dire à la gestation pour l'autre, totalement autre. La musulmane et sa progéniture savent parfaitement que l'islam est liberticide. Il interdit à la musulmane d'aimer qui elle veut. Que l'islam est ségrégationniste, préférence communautaire pour la reproduction dans l'entre-soi. Et que l'islam est très peu confraternel. Mais ils ne font que se plaindre de la ségrégation française. Voilà le terme de la pratique et non d'une théorie que je vilipende. C'est donc, je vais conclure pour vous dire que, bien sûr, j'encourage mes amis qui sont engagés dans les JRE et dans cette lutte contre la théorie du sexe à le faire. Mais pour moi, comme pour mes amis dans Riposte laïque, Résistance républicaine, il y a autrement plus urgent qu'il nous faut vraiment combattre. C'est l'islam et l'islamisation des esprits qui commence par l'hypocrisie, et c'est-à-dire le manque de courage de dire en face à l'autre ce qu'on en pense. Je vous demande, est-ce que cette hypocrisie ne vous a pas déjà gagné? Merci. Bon, je pense qu'il y aura des questions. J'interviens dans les classes pour vous expliquer comment je fonctionne. Donc je suis en permanence aux côtés des instituteurs, maintenant on dit professeurs des écoles. Je peux vous dire qu'il y a une faculté de résistance énorme, malgré toutes les idéologies, malgré tout le pédagogisme. Vous parliez de la réforme Jospin, des IUFM, du jargon jargonnant, de Mérieux, du cataclysme, du rebut de la syllabique. On est d'accord sur tout ça, c'est catastrophique. Je veux vous dire que pendant toute ma carrière, j'ai vu des enseignants qui, en cachette, apprenaient à lire et à écrire aux enfants et à compter avec les bonnes méthodes et qui arrivaient à les hausser au bon niveau. J'ai vu il n'y a pas longtemps un collègue instituteur qui, en CM2, tous les ans faisait faire la dictée du brevet de l'année précédente à ses élèves. Ils avaient tous entre 12 et 18 sur 20, qui faisaient faire de la grammaire, qui faisaient faire de l'analyse logique, de la conjugaison. Il y a une faculté de résistance énorme. Vous parlez aux enseignants, la majorité d'entre eux sont des femmes. Moi, enseigner des horreurs pareilles, moi je suis maman, moi j'ai des enfants. Non, non et non, jamais. Alors on fait semblant pour avoir sa note parce que l'inspectrice va passer, mais par derrière, on n'en a rien à foutre, on vous hégémonie le truc et on continue à enseigner correctement les choses aux enfants en bon père de famille, même si la notion a été rayée. Mais c'est toujours vrai. Il faut faire confiance à la faculté de résistance des citoyens, et j'emploie
à dessein le terme citoyen, même si ça peut en défriser quelques-uns. Il n'y a pas longtemps, j'ai lu le livre magnifique de Bled, vous savez, le fameux Bled, oui, voilà. qui a orné nos tables exactement. dans des colliers. Monsieur Bled a écrit un livre qui s'appelle, il est mort maintenant dans les années 80, J'avais 1 an en 1900. Monsieur Bled a raconté son enfance, a raconté sa vocation d'instituteur, a raconté comment il a transmis les connaissances avec joie, avec passion, avec une ferveur toute religieuse, alors que c'était un vrai hussard. Comment la République a permis à des enfants de pouvoir aller à l'école, de s'instruire, de grandir et d'être dans des valeurs. Monsieur parlait de maçonnique avec mépris tout à l'heure. Non, il n'y a pas d'histoire de maçonnique et de tout ça. Simplement pouvoir donner à chacun la possibilité de s'instruire et dans des valeurs qui valent les valeurs chrétiennes parce qu'elles sont imbibées de ces valeurs chrétiennes. Elles sont imbibées des valeurs grecques, des valeurs romaines. Elles sont imbibées de tout cela. Laissez-moi terminer. J'ai droit moi aussi d'être passionnée. Madame Bellegout, sur Radio Courtoisie, il n'y a pas longtemps, a dit que les gens, les parents qui envoyaient leurs enfants à l'école, maintenant, c'était comme en Thaïlande, les enfants qui conduisaient aux touristes leurs gosses pour les vendre en prostitution. Vous avez dit ça, madame. Peut-être c'était dans le feu de l'action. Mais vous l'avez dit. Je trouve que c'est quand même exagéré, permettez-moi de le dire. L'école de la République a été dévoyée, il faut être vigilant, nous sommes d'accord. Mais le substrat, le fond, la passion qu'ont les enseignants pour encadrer des enfants de plus en plus difficiles pour maintes raisons. Les enfants issus de l'immigration, quand vous avez des petits gosses qui viennent à la maison, on ne parle que bambara, ou on ne parle qu'un arabe des cités, wesh wesh, etc. Évidemment que c'est très difficile, évidemment qu'on a fait des concessions, évidemment qu'on s'est couché, qu'on a préféré ne pas enseigner certaines matières pour que, n'est-ce pas, pour complaire dans le sens du poil. Évidemment qu'on a laissé de l'iniquité et la violence rentrer dans les écoles. Là, la faute est à l'État qui n'a pas été assez ferme. L'école doit être un sanctuaire. Rien d'autre que la connaissance doit rentrer dans l'école. Voilà ce que j'ai à dire. Et je pense que notre école peut être absolument sauvée parce que les enseignants ont une vocation. C'est vraiment d'aider les enfants et de les conduire à la connaissance. On a voulu faire de l'école un espèce de socle de compétences à la compétence, c'est un jargon de l'entreprise. On a marchandisé l'école, on a voulu ouvrir l'école sur l'extérieur. On en a fait un boxon innommable. Là-dessus, je vous suis totalement. Mais il reste, je vous assure, moi je connais des enseignants qui sont absolument passionnés par ce qu'ils font et qui donnent tout ce qu'ils peuvent pour que les enfants s'en sortent. Donc arrêtons de cracher sur cette école républicaine qui est quelque chose de magnifique et qui a fait un travail. Lisez J'avais 1 an en 1900 de M. Bled. C'est une merveille. Et il y a plein d'enseignants qui sont dans cette ligne. Je vous assure, malgré tout ce qu'on peut critiquer, malgré toutes ces réformes, Jospin et compagnie, malgré le fait qu'on se couche devant les communautaristes, qu'on se couche devant des choses abjectes et innommables. Qu'est-ce que c'est que l'enseignement de la théorie du genre? Oui, il y en a, vous avez le SNU-IPP qui s'est mis là-dedans, mais les gens se moquent de ça, les enseignants se moquent de ça, ils envoient ça d'un revers de main. Alors il y a 4-5 Pékins abrutis, gauchos et tout qui foncent là-dedans, mais alors c'est relayé par fenêtre sur cour, le torchon, la publication qu'on trouve dans les salles des maîtres. Qui lit ça? Moi, je lis ça pour critiquer et à la limite peut-être même pour faire un petit papier sur riposte laïque. Pourquoi pas, maçonnique, hein, comme vous disiez tout à l'heure, voilà. Bon, est-ce que je suis maçonnique, moi? Non, pas du tout. Je critique ce qui est critiquable, mais l'école est une merveille et il faut la sauver. Notre école républicaine doit être sauvée et sauvable. Et même s'il y a une école catholique, très bien, mais arrêtons de dénigrer complètement. Vous parlez des quartiers populaires, vous avez réussi à mobiliser qui? Vous avez mobilisé des femmes maghrébines empaquetées, en voile, des pieds à la tête. J'ai vu vos vidéos, je suis allée sur votre site, je suis allée voir tout ça. Les quartiers
Qu'est-ce qu'il y a dans les quartiers populaires? Encore un jargon de 9 langues. C'est quoi les quartiers populaires? C'est des quartiers où il y a 90% de gens issus de l'immigration, dont la majorité d'entre eux ont la tronche farcie par le Coran. Qu'est-ce que vous faites contre les écoles coraniques qui pourrissent? Laissez-moi finir. Qu'est-ce que vous faites contre les écoles coraniques qui pourrissent bien plus? Non. Si, c'est le sujet, je finis là-dessus. Qui pourrissent bien plus la tronche des enfants que la théorie du genre. Qu'est-ce que vous faites contre Bon, ça? je voudrais dire un mot. Je me comporte avec politesse et convivialité et courtoisie, qui est une politesse, une convivialité et une courtoisie que je dois à chacun d'entre vous. Quel que soit ce que vous pensez, la façon dont vous concevez l'univers. Je ne me suis pas permise de ricaner pendant votre propos et je vous demanderai de respecter la réciprocité qui est la base du dialogue. On ne peut pas proposer le dialogue et faire de l'ironie parallèlement. C'est antinomique. Je vous respecte, je vous demande la réciproque. Madame, premièrement, vous me faites tenir un propos que je n'ai jamais tenu. D'ailleurs, entre parenthèses, en parlant de politesse, moi, mon père m'a très bien élevé. Très bien élevé. Je n'ai jamais insulté quiconque dans l'espace public. Ce n'est pas le cas de Madame Tassin qui m'a traité de garce et qui ne m'a jamais vue. Je parle de la politesse et de la responsable de votre organisation qui s'est permise de m'insulter de garce sur la place publique alors que je ne connais pas cette dame. Donc je pense que ce n'est pas le moment de se comporter de cette façon-là. On ne peut pas d'un côté m'appeler au dialogue et d'un autre côté, dans le cadre d'un rassemblement public, m'interpeller la belle goule cette garce. Moi je ne l'ai jamais fait, ni à 5 ans, ni à 15 ans, ni à 40 ans et encore moins à mon âge, à 56 ans. Ça c'est une parenthèse par rapport au comportement de monsieur Pascal Ilout à côté de moi qui fait beaucoup de grimaces quand personnellement, quand il s'exprime, je garde le maintien qu'il convient au respect que je dois à cette personne humaine. Ça manque un peu d'éducation. Voilà, ça manque un peu d'éducation et revenons pas là-dessus, la parenthèse est close. Vous me faites tenir un propos que je n'ai jamais tenu lorsque vous dites que je prétendrais que ceux qui conduisent leurs parents à l'école aujourd'hui, c'est la même chose que ceux qui ont conduit... Est-ce que je vous ai interrompu? Non, mais vous l'avez dit. Alors vous attendez que je termine. Bon, c'est facile. Non, Madame, je ne vous ai pas interrompu. Vous avez pu dire tout ce que vous avez voulu dire. Tout ce que vous avez voulu dire, je n'ai pas fait la moindre interruption. Donc, je dis, vous me faites porter un propos que je n'ai pas tenu, qui ressemble à ce que je dis, mais qui n'est pas ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit exactement et que j'ai dit partout. Et de nombreuses conférences l'ont enregistré, peuvent donc en rapporter l'image et le son. J'ai dit que je comprenais mieux maintenant comment des phénomènes de parents qui livraient leurs enfants, à la pédocriminalité dans des pays comme la Thaïlande, pouvaient avoir lieu du point de vue du profil psychologique, puisque je découvrais ici en France ce même profil psychologique à l'égard de la théorie du genre, toute proportion gardée bien évidemment. Je n'ai pas du tout fait l'analogie à 100%. Ceci étant, j'assume devant vous aujourd'hui, madame, que si nous laissons entrer le lobby LGBT, eh bien nous en serons réduits à l'état, effectivement, de pays qui livrent leurs enfants, comme c'est le cas dans différents endroits de la planète. Donc, je ne l'ai pas encore dit comme vous l'avez dit, mais je suis prêt de le dire en effet. Donc là-dessus, j'assume parfaitement ce qui fonde l'action que j'ai lancée. Deuxièmement, vous êtes enseignante, et je suis enseignante, je suis titulaire. Je suis titulaire dans les lycées que j'ai choisis et qui sont les lycées professionnels de la banlieue, en l'occurrence parisienne, mais j'aurais pu aussi aller tout à fait ailleurs. Et j'ai une expérience en Égypte dans les quartiers chics, des quartiers expatriés qui ont scolarisé des enfants des classes moyennes supérieures, qui vient confirmer mon expérience des quartiers populaires, comme vous le dites.
25 ans, je crois, que je suis maintenant enseignante. Les résultats, madame, dont vous parlez, je ne les ai pas vus. Alors, suis-je la seule à dire aujourd'hui que les enfants, à partir de la 6e dans les évaluations en France, sont apparus comme étant incapables d'une maîtrise conséquente de la langue écrite et orale et du calcul de base mathématique. La France est classée parmi les derniers, c'est pas moi qui ai fait ce classement, ni mon père, ni ma mère. D'autre part, vous avez une multitude de publications, de personnes d'ailleurs qui se sont repenties à l'intérieur de l'éducation nationale et qui montrent comment l'école d'aujourd'hui, d'après 68 en particulier, car vous confondez les époques, les choses ne sont pas ce qu'elles ont été. Donc, depuis 68, nous avons affaire dans l'école à un mouvement de dégradation, de transmission des connaissances.